آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission de Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème les réseaux sociaux, avantages et inconvénients. Comme vous le savez, je suis toujours accompagné de mes invités. Je me fais le plaisir de vous les présenter. Gaël Miyindou, que la paix de Dieu soit sur vous. Bonjour Monsieur Binyumba et ravi de retrouver le plateau après une très longue absence. Voilà. Et nous avons notre invité, Monsieur Boursier Tchibinda. Vous êtes consultant en nouveaux médias. Bonjour. Bonjour Ahmed et ravi d'être pour la première fois sur ce plateau de Politiste. Merci. En face de vous, vous avez le consultant permanent de cette émission, celui que l'on ne présente plus, l'inamovible. Monsieur Ibrahim Membourou, salam alaikum. Alaikum salam. Désolé de lui ajouter l'inoxydable. Merci, très heureux de me retrouver aussi ici sur ce plateau. Et vous avez promis la dernière fois, lors de la dernière émission, que nous allons fournir des efforts afin de ne plus nous absenter. Et voilà, et donc vous avez tenu parole. Merci. Effectivement. Avant de revenir vers vous, je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Si on regarde vraiment les comportements des personnes, on va voir que quand elles découvrent les possibilités des réseaux sociaux, il va y avoir une phase presque d'émerveillement où ils vont consacrer énormément de temps et d'énergie à utiliser toutes ces possibilités. Et ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est qu'au bout de quelques mois, 3 à 6 mois, l'utilisation des réseaux sociaux va commencer à retomber, se stabiliser, devenir quelque chose de plus ponctuel. Mais il y a certaines personnes qui vont rester, on pourrait dire, accrochées à cette fascination initiale. Et dans ces cas-là, on pourrait y voir peut-être l'amorce d'un intérêt exagéré qui pourrait peut-être devenir quelque chose qui est de la forme de l'addiction. Mais disons, on pourrait dire ça d'une autre manière. On peut dire que la fascination initiale, quand on découvre les réseaux sociaux, elle est presque normale, ou en tout cas elle arrive à la majorité des personnes. La différence, c'est que la plupart d'entre nous nous rendons compte aussi des limites qui sont associées à ce système-là. Et puis certains restent fascinés, et peut-être que c'est là où il peut y avoir des problèmes. Alors effectivement, quand on parle des réseaux sociaux, on parle de plusieurs choses, et notamment on parle des supports à travers lesquels on va consulter les réseaux sociaux. Historiquement, on avait l'ordinateur, maintenant de plus en plus c'est la tablette, voire encore plus souvent le téléphone portable, le smartphone. Et là, on voit bien que la mobilité de ces dispositifs, c'est-à-dire le fait qu'ils peuvent venir se nicher de plus en plus dans les interstices de notre vie quotidienne, que ce soit les temps morts des transports publics, mais aussi des fois les quelques minutes qu'on va passer, là, on peut voir même aux toilettes, même on a des statistiques qui montrent que certaines personnes consultent leurs réseaux sociaux alors qu'ils sont à l'église, ou je sais. Enfin, il n'y a pas, pour formuler les choses différemment, il n'y a pas de domaine d'activité humaine dans lequel cette tentation d'aller consulter, de regarder, n'existe pas. Et on pourrait dire, pour répondre de manière assez générale à votre question, mais on pourrait dire que le grand changement, c'est que les réseaux sociaux, en tout cas la possibilité d'être connecté, s'est invité partout dans notre vie intime. On peut parler, même dans certains cas extrêmes, une forme de colonisation de l'intimité. Cette technologie s'est glissée dans nos pratiques quotidiennes, et ça peut bien évidemment poser un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire, alors qu'on avait une autre technologie qui pendant des décennies, régulait aussi, par exemple les pratiques familiales, qui était l'écran de télévision, avec je sais pas, cet objet quasi magique pour lequel on se battait, qui était la télécommande, qui permettait d'agir sur ce système-là. Maintenant, il y a une multiplication des écrans, chacun peut regarder son propre écran, chacun a souvent son appareil ou ses appareils à consulter, et donc on pourrait dire de manière assez simple, l'être ensemble est plus difficile à maintenir à l'heure actuelle parce que nos sollicitations sont éclatées, fragmentées par rapport à ces écrans qui, chacun à leur manière, ont tendance à susciter notre attention. Monsieur Gaël, vous venez de regarder cette... Bon, à chaud comme ça, par rapport à ce que je viens d'observer dans le document qu'on a suivi, c'est l'intérêt que revêt l'usage des réseaux sociaux, et le fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on dispose d'un smartphone,
on a cette tendance à être hyper connecté et ça devient un outil à partir duquel où on est tout le temps en contact, on a du mal à se défaire, ce que je retiens par rapport à ce qu'il a donné comme élément précis dans son document. Monsieur Tchibinda, l'élément que nous venons de regarder, ce monsieur, il dit que les réseaux sociaux est une nouvelle forme de colonisation de l'intimité. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, la notion de réseau social s'est accentuée avec l'avènement de nouvelles technologies. Le premier réseau social, du point de vue social, on va le dire, peut-être répété, c'est la famille. Il l'a dit tout à l'heure que le cadre familial, il y a un certain milieu, il y a un certain niveau d'échange, un certain niveau d'apprentissage, etc. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de toute cette technologie d'usage, aujourd'hui, on a comme un isolement du cadre social qui est la famille. Chacun, comme il le soulignait, peut aujourd'hui, à partir d'un écran, consulter une actualité, interagir. Mais en réalité, ce qu'il faut situer, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle le monde de l'Internet 2.0. Aujourd'hui, on va au 4.0, c'est-à-dire chaque fois que vous produisez un élément, ça crée systématiquement une interaction avec l'utilisateur qui se trouve derrière. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau, mais derrière, il y a des personnes qui regardent, ça crée une interaction, les gens ont envie de réagir. C'est déjà le premier lien sur ce qu'on appelle le réseau social. Il a souligné tout à l'heure, mais en réalité, il ne faut pas mesurer les faits. Il faut, comme disait l'interlocuteur tout à l'heure, c'est que cette façon de communiquer s'est imposée à nous sans que nous n'ayons aujourd'hui le pouvoir de maîtriser ces nouvelles technologies. Il ne se passe pas une heure sans que nous consultons WhatsApp, Facebook ou autre chose. Vous voyez, il y a une forme d'indépendance. On aura peut-être le temps lors de cette émission d'en discuter. Monsieur Membourou, à chaud comme ça, votre réaction? Écoutez, moi ce que j'ai retenu, c'est que tout à l'heure, le présentateur disait tantôt qu'il y avait une autre forme de réseau ancienne, c'est-à-dire la télévision, à partir de laquelle donc, tout le monde se battait avec la télécommande pour essayer d'être en communication ou en contact avec l'actualité de son choix. Aujourd'hui, comme il a si bien dit, il y a plusieurs formes de réseaux. Et en ce qui concerne même les réseaux sociaux, il faut aller un peu plus loin dans le cadre de, on va le dire comme ça, des sciences humaines. Le réseau, c'était un moyen de communication. Ça pouvait être l'ancienne méthode, les téléphones, les anciens téléphones, la télévision, et tout le reste, le fixe, voilà, effectivement, pour être en contact avec la famille, avec les amis et tout le reste. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux tels que c'est développé, c'est beaucoup plus pour être connecté entre étudiants dans les universités, avec des personnes physiques, avec des personnes morales et tout le reste, pour essayer donc d'inter-échanger dans un certain nombre de choses, notamment en ce qui concerne donc les recherches. Bon, maintenant nous allons voir par la suite, dans le cadre de la suite de cette émission, pour voir ce que les réseaux sociaux peuvent apporter de bien comme de mal dans le cadre de le thème, voilà, les réseaux sociaux, avantages et inconvénients. Monsieur Miyindou, à chaud comme ça, il a tenté de donner quelques éléments définitionnels. Pouvez-vous quand même nous rappeler la définition? Qu'est-ce que nous attendons par réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, par rapport aux différentes lectures que j'ai pu élaborer, je me suis aperçu que c'est beaucoup plus défini comme étant un ensemble de sites internet qui permettent de mettre les gens en réseau, donc réseau d'amitié. Dans quel but? Dans le but de, comme disait Boucher tout à l'heure, de communiquer, une forme d'interface. Voilà, donc c'est un ensemble de sites internet constitués en réseau pour mieux communiquer entre nous, aussi bien que l'on se situe ici au Gabon, aux États-Unis ou en France. Donc c'est un peu de façon triviale qu'on peut définir réseaux sociaux. Monsieur Membourou, quels sont les avantages que l'on peut avoir lorsqu'on utilise un réseau social? Oui, les avantages sont clairs, c'est ce qu'il a défini tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut être en connexion au même moment, au même instant. On peut être nombreux, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie ou aux États-Unis. Ce sont les avantages même du réseautage, donc des réseaux sociaux. Et on peut échanger grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui. La médecine, on peut consulter un autre médecin pour poser la question de savoir comment peut-on traiter telle pathologie ou autre. Les objectifs positifs
des réseaux sociaux visait normalement en cela, c'est-à-dire on pouvait communiquer entre universités, entre personnes physiques, entre des groupes de personnes, notamment même des laboratoires, voilà, des laboratoires qui font dans les mêmes métiers. Voilà les avantages que les réseaux sociaux normalement pouvaient apporter. Et même lui-même, celui qui a créé Facebook, Zuckerberg, lui-même il l'a dit que c'était au collège, c'est-à-dire à l'université, qu'ils ont créé cela uniquement pour interagir entre eux. Voilà, effectivement, au niveau donc universitaire. Maintenant que ça a pris d'autres dimensions, pas toujours dans le même sens, mais des dimensions négatives. Bon, voilà. Mais sinon, dans le fond, selon la question que vous m'avez posée, dans le fond, les avantages des réseaux sociaux, c'était quand même pour être connecté entre personnes physiques, entre personnes morales, et ainsi de suite. Monsieur Tchibinda, vous qui êtes président de nouveaux médias, aujourd'hui nous constatons que... Consultant. Merci. Président. Consultant, monsieur Tchibinda. Aujourd'hui nous constatons que l'usage des réseaux sociaux font ce que l'on appellerait au quartier, je veux me permettre, couteau à double tranchant. Aujourd'hui, moi je vais revenir sur une approche vraiment simple et je souligne que quand on parle de réseau et de réseau social, il y a deux dimensions. Oui. Alors, j'avais animé un atelier il y a 2 ans ou 3 ans dans un espace restreint, dans une communauté hors du pays. Et en réalité, la première forme de réseau est culturelle. Ça vient de chez nous, en réalité en Afrique, on va le dire. Vous allez dans une tribu s'identifiait à quelque chose. Aujourd'hui, on a sur les réseaux sociaux la possibilité de s'identifier. Vous voyez, même les termes d'usage sont là. Dans les villages, il y avait des groupements claniques. Il y avait le clan tel qui était en face du clan tel. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la notion de groupe sur Facebook. Vous voyez, des intérêts partagés par rapport à une notion précise. Aujourd'hui, on est sur le politiste. Il y a un groupe politiste qui existe sur Facebook. Et les gens qui se reconnaissent dans cette émission, systématiquement adhèrent à ce groupe. Je ne sais pas si vous voyez l'approche, c'est qu'en fait, on a dématérialisé ce qu'on connaissait déjà du réseau pour l'amener sur un espace public, Internet, sur lequel tout est mis à nu, tout est mis à disposition des personnes qui peuvent consulter, interagir, etc. Je souligne encore qu'on est dans le monde de ce qu'on appelle Internet 2.0, même si aujourd'hui on va vers le 4.0, c'est qu'en réalité, tout ce que vous faites a un impact systématique avec l'utilisateur final, que vous ne connaissez pas souvent. Je prends un exemple très simple. Quand vous allez sur Facebook, quand vous postez une photo, les gens ont tendance à attendre le nombre de likes que les personnes mettront sur la photo. Mais vous n'êtes pas déjà sûr de savoir qui a vu cette photo. Il peut y avoir 50 000 vues et 2 likes, mais vous ne savez pas. Vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de maîtriser cette donnée. Donc voici un élément sur lequel on va dire que la technologie a l'usage, a l'avantage de pouvoir nous rendre accessibles. On est ouvert, comme disait l'ancien chef d'État, le processus de mondialisation. Ouais. Vous n'êtes plus chez vous sans qu'on observe ce que vous faites. Mais en réalité, quand vous allez sur un espace numérique, vous allez créer une personnalité numérique ou une personne numérique. Et là, sur ce débat, vous allez certainement vous dire, si je produis un contenu qui est de qualité, j'aurais tendance à attirer vers moi les personnes positives. Mais et s'il est mauvais, Monsieur Tchibinda, j'aurais tendance à... Vous gardez la parole. Il y a une question qui me taraude l'esprit. C'est de savoir qu'aujourd'hui, nous constatons que malheureusement, ces réseaux sociaux sont devenus des couteaux à double tranchant. Alors, moi, je vais être simple et précis. Alors, éclairez-nous. Quand vous allez sur un réseau social, vous allez créer une identité numérique, d'accord? Vous mettez un mail, un numéro de téléphone pour créer un compte. Quand vous arrivez sur cet espace, vous n'êtes plus seul. Vous êtes connecté à ceux qui sont dans cet espace. C'est le premier avantage de pouvoir s'ouvrir au monde. D'ailleurs, quand vous allez sur Facebook, quand vous allez vous connecter, on vous dit Facebook vous permet de rester en contact avec vos amis, vos proches et votre famille. On ne vous dit pas virgule, vous permet aussi de critiquer ou d'insulter. Non, c'est d'abord, restons dans le cadre de la communication. De sorte que si vous êtes à Mabanda, vous puissiez envoyer le message au grand frère qui se retrouve à New York. C'est le principal avantage. Couteau à double tranchant, oui, c'est sûr. Mais en réalité, aujourd'hui, on parle de numérique, on parle aussi d'économie numérique. Vous voyez, c'est que derrière cet espace, il y a la possibilité de créer de la richesse et de créer des valeurs. Aujourd'hui, on s'identifie, on va dire, au Ghana, ouais, il y a tel peuple qui est très fier, sa culture, on voit sur Internet, c'est positif. Mais en réalité, c'est nous qui produisons ce contenu. Donc, couteau à double tranchant pour l'utilisateur ou pour celui qui a accès à l'information. Monsieur Mbou, couteau à double tranchant. Justement parce que aujourd'hui, comme il vient de l'expliquer, nous sommes
réseau, d'abord, dans un premier temps, c'est comme on a dit, et c'est expliqué dans tout ce qui ont donné des explications scientifiques, que ce soit dans Internet, que ce soit dans les livres. D'abord, rester connecté en réseau, c'est rester d'abord dans la famille, avec des personnes physiques, avec des personnes morales, avec des groupes avec lesquels vous partagez un certain nombre d'idéaux, voilà, effectivement. Donc, après ça, il y a aussi donc, ce côté positif qui voudrait que vous puissiez échanger, communiquer, parler et faire tout ce que vous avez besoin de faire, connaître entre vous. Maintenant, le côté qui est négatif, c'est celui qui, aujourd'hui, amène les gens parfois à dire des choses négatives. Comme cela se dit, les injures, la calomnie, on change les visages des gens, on dit, on commente, on fait ce qu'on veut. Et aussi, de l'autre côté, il y a un côté pervers qui est celui donc, des réseaux pornographiques, de tout ce qu'il y a de négatif. Donc ce côté-là aussi permet aujourd'hui aux enfants, voilà pourquoi il y a souvent, on demande avant de rentrer dans un réseau, avez-vous réellement plus de 18 ans ou moins de 18 ans? C'est pour empêcher les enfants donc, de rentrer dans tout ce qui peut être négatif. Normalement, allez voir par exemple, tout ce qui touche le sexe, la nudité et tout le reste. Maintenant, il y a un côté aussi qui peut être exploité, c'est celui aussi des données numériques, à caractère numérique, c'est-à-dire protéger ces données et aussi voir avec la justice comment pouvoir... aujourd'hui, bon, je voudrais le dire quand même, mais je me rends compte finalement que ce n'est même pas facile parce qu'il y a des faux profils qu'on crée dans les réseaux sociaux, mais aussi renforcer donc, le pouvoir de la justice dans le cadre de la recherche, identifier donc, les faux réseaux sociaux, les faux profils et tout le reste qui peuvent donc entraîner des situations telles que celles que nous avons connues avec l'état de santé du chef de l'État. La question s'adresse à vous trois. Vous voulez réagir? Moi, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il disait. C'est cet écrivain italien qui disait, Umberto Eco, qui est décédé en février 2016, qui disait que les réseaux sociaux ont donné la possibilité à toutes ces personnes-là qui n'avaient pas la capacité de s'exprimer devant un bon nombre, de pouvoir aujourd'hui utiliser les réseaux sociaux comme étant un élément de pouvoir se déchaîner. Même, qu'on appelle ça, la parole de quelqu'un qui est dans un bistrot peut être comparable à celle d'un chef d'État. Donc c'est un peu ce que je voulais ajouter. Moi je vais rebondir sur ce qu'il disait. En fait, il faut comprendre que c'est d'abord un espace virtuel. Okay? Comme il disait, il soulignait tout à l'heure, on quitte du cocon familial où on a des interactions directes pour créer des interactions indirectes sur lesquelles on ne connaît pas forcément les gens qui sont derrière les profils que nous consultons, auxquels nous avons accès. Et il soulignait très bien, quand vous allez sur un réseau social, il y a des restrictions. On aimerait savoir s'ils avaient au moins 18 ans. Aujourd'hui, on rigole parce que même celui qui a 16 ans va mettre 18 ans parce qu'il veut accéder au réseau social. Ensuite, quand on y accède, ne pensons pas qu'il y a une liberté de publier et de dire ce qu'on pense. Non, il y a des restrictions. Sur votre profil, vous pouvez restreindre des commentaires, vous pouvez restreindre du contenu qui n'est pas pour vous pertinent. Je m'explique. Oui, récemment, je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais récemment, Facebook a changé son fil de contenu. Facebook vous permet aujourd'hui d'afficher que du contenu que vous souhaitez voir. Or, avant, quand le média a été lancé, avec les évolutions, on avait accès à tous les contenus. Tout ce qui est publié, on voyait. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de dire non, moi, je ne vais pas regarder le contenu d'Ahmed parce que ce n'est pas un contenu pertinent. Vous êtes amis, mais vous ne regardez jamais ces mises à jour, jamais ces publications de photos, quoi que ce soit. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont compris qu'en réalité, l'utilisateur a le droit de choisir ce qui est bénéfique pour lui. Aujourd'hui, même les grands médias ont du mal parce qu'ils vous disent, oui, si vous souhaitez accéder à notre actualité, cliquez sur « Voir en premier ». Avant, ce n'était pas le cas. Avant, vous publiez, tout le monde voyait. Aujourd'hui, vous avez la possibilité même de ne pas voir le contenu. Je n'ai pas envie d'être méchant de Nour TV. Vous avez dit, non, moi, je suis abonné à la page de Nour TV, mais je ne veux pas voir le contenu. Vous êtes amis, vous regardez l'actualité, mais vous n'avez pas accès au contenu. Donc, aujourd'hui, il y a une maîtrise derrière. C'est l'utilisateur final, en fait, qui a la maîtrise sur ce qu'il voit. Mais suite à tout ce que vous dites, M. Tchubinga, nous constatons que tout le monde publie n'importe quoi, comme il vient à peine de dire. Ça devient
la voix des sans-voix, de ceux qui n'ont pas le temps de s'exprimer. Ils trouvent maintenant un espace. Il y a des États qui sont inscrits dans un cadre juridique qui... nous avons arrivé. Voilà, déjà, toute la dangerosité, déjà, c'est ce que nous voyons même en France avec les Gilets jaunes. Exactement. Leur rassemblement se fait à travers les réseaux sociaux. Donc vous comprenez que c'est ça aussi la dangerosité. Une forme de mobilisation. Une forme de mobilisation. Ils ne passent plus par les médias que nous connaissons, la télé, la radio, le téléphone, parce qu'ils savent que quelque part, ils peuvent être appréhendés, écoutés, voilà, et puis donc des dispositions peuvent être prises pour mettre fin à leur stratégie. Donc ils sont obligés parfois de créer des faux profils et ils savent eux-mêmes pertinemment que tel profil, lorsqu'il appelle, ça veut dire que c'est le responsable du groupe ou bien de tel petit groupe, petit réseau qui nous appelle, donc il y a lieu de se rassembler. Et la dangerosité, c'est celle-là. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve, tout le monde casse, tout le monde fait tout, le désordre, mais personne n'est responsable. Donc on est obligé parfois de sévir sur ceux qui cassent, de sévir sur ceux qui se lancent dans des mauvaises pratiques. La question s'adresse à vous, à vous trois. C'est de savoir, à votre avis, existe-t-il un texte qui encadre l'utilisation de ces réseaux sociaux à travers le monde ou bien ici au Gabon? Alors, je veux réagir, c'est que la première chose, c'est qu'un réseau social aujourd'hui, entre guillemets, s'impose dans un pays sans restriction. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de télécharger WhatsApp dans n'importe quel pays du monde. Et ces réseaux sociaux ont ce qu'on appelle des politiques d'utilisation, des règles générales, en fait, qui établissent ce qui doit être mis en ligne, ce qui doit être publié, etc. En règle générale, on va le répéter, c'est qu'en réalité, ce sont des formes de traités ou de droits ou comment on appelle, de propriété privée qui s'adaptent à tous les contextes. Mais en réalité, aujourd'hui, chaque pays peut avoir la possibilité de restreindre à l'usage un réseau social. Facebook ne fonctionne pas en Asie totalement, dans tous les pays d'Asie. Il y a des barrières à l'entrée qui se disent non, votre réseau il est super, il fonctionne ailleurs, mais chez nous, on crée notre propre réseau parce qu'il correspond à nos usages, à notre réflexion, à notre façon de voir les choses. Mais en règle générale, en Afrique, tous les réseaux pénètrent en fait. C'est une pénétration. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, du point de vue juridique, vous ne pouvez pas du point de vue juridique restreindre l'accès de WhatsApp sur votre pays, non. Vous pouvez par contre dire au Gabon, on va s'abstenir de télécharger WhatsApp, on va développer telle messagerie locale. Mais même encore là, le lien est très faible parce que vous pouvez avoir des hackers ou des personnes assez douées en informatique. Sur le cadre législatif français, par exemple, je me suis aperçu qu'en France, par exemple, il est interdit, par exemple, à un jeune de 13 ans de pouvoir avoir un compte, comment on appelle ça, un compte Facebook, par exemple. Il y a aussi que sur le plan de la possibilité de créer... Ça, c'est tout récemment. Oui, mais on essaie de s'adapter. Créer aussi, par exemple, un compte, un faux compte Facebook et passif d'une poursuite judiciaire. Voilà. Récemment au Sénégal, pour parler que de l'Afrique, il y a eu une certaine loi qui a été mise en place dans le cadre des internautes qui se donneraient le plaisir, par exemple, d'injurier des personnes sans pour autant avoir un motif crédible qu'ils seraient poursuivis en justice. Donc, oui, tout à fait, parce que moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que tout le monde fait tout, hein, tout le monde jette tout dans Facebook, mais on peut toujours mettre des filtres. Il l'a dit, bon, il est expert en la matière. On peut quand même mettre des filtres, par exemple, pour filtrer les images, filtrer tout ce qui peut... je ne sais pas si c'est possible, mais quand même, je pense qu'on peut le faire. Maintenant, ce qui est aussi regrettable, c'est quoi? C'est que l'emprise des réseaux sociaux ne concerne pas que ceux qui publient, mais cette emprise aussi est faite par les grandes multinationales, avec les grands pays, les grandes nations développées qui souhaitent renverser parfois des gouvernements, des chefs d'État, et qui souhaitent aussi peut-être parfois imposer leur vue, leur vision à certains pays sous-développés, et qui utilisent donc ces réseaux sociaux. Et lorsque ces pays remarquent que les réseaux sociaux sont utilisés à mauvais escient, ils coupent les réseaux sociaux, et tout de suite, vous comprenez, vous entendez les réactions dans des grandes institutions internationales qui disent non, il va falloir rendre les réseaux sociaux. Pourquoi? Mais ça, c'est le propre des États, ça c'est le propre des États africains. Non, mais derrière ça, c'est-à-dire derrière l'utilisation des réseaux sociaux, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que l'utilisateur, donc c'est-à-dire que la personne lambda, vous et moi, il y a un enjeu énorme. Il y a un enjeu énorme, c'est-à-dire que derrière se trouvent aussi des nations, des États, des réseaux, des services de renseignement qui utilisent cela parfois pour renverser certains gouvernements, pour renverser certains États, ou alors imposer leur vision de choses. Vous voyez, et lorsque ces États
constatent réellement que effectivement il y a un problème, l'utilisation dans leur pays n'est plus, parce qu'on regarde quand même le volume, hein, le volume des échanges, et lorsque ce volume-là, le contenu de ces échanges-là n'est plus le même, il arrive parfois que certains États coupent l'Internet. Mais dès qu'on coupe l'Internet, on découvre finalement que réellement derrière ces internautes qui envoyaient des messages un peu voilà, on trouve qu'il y a certaines grandes institutions internationales qui crient au secours, non, rendez internet, non, ce n'est pas bien, remettez. C'est une forme de pression qui est exercée, une pression qui est exercée contre ces États. Donc vous comprenez que voilà un tout petit peu la dangerosité qu'il y a aussi dans internet. Il n'y a pas que l'utilisateur physique qui est un danger, mais il y a aussi derrière ça des grandes nations. Monsieur Melindo, est-ce que l'utilisation de ces réseaux sociaux peut nous aider? La question s'adresse à vous trois. Hein. Oui, mais cela peut nous aider à mettre fin aux injustices. Vous dites? Est-ce que l'utilisation des réseaux sociaux peut nous aider à mettre fin aux injustices auxquelles nous sommes confrontés? Certaines personnes sont confrontées. Oui, aujourd'hui, l'utilité et l'apport des réseaux sociaux a été, dans le bon sens, je veux dire, a été suffisamment démontré. On a vu à travers les réseaux sociaux des chaînes de solidarité qui se sont créées pour rétablir une forme de justice, une forme d'injustice qu'on aurait observée. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a... que cette jeune voilà, lycéenne, par exemple, le cas de notre soeur qui souffre d'un cancer de sein. Vous voyez la chaîne de solidarité qui s'est ébranlée autour de cette... Voilà, qui aujourd'hui se trouve au Maroc. Donc, il y a cette possibilité-là, mais il faut avoir le courage et l'audace de pouvoir mobiliser pour qu'on arrive à rétablir ces injustices observées là. Monsieur Tchibinda. Mais je vais dans le même sens que lui. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a eu ce qu'on appelle une nouvelle forme de mobilisation à l'ère du numérique. Aujourd'hui, il y a un rite très ancien, ou une pratique très ancienne qu'on appelle la pétition. Qui est la pétition, c'est historique. Hein, effectivement. C'est un élément historique qui a été utilisé. On l'utilise même encore de nos jours. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a des pétitions en ligne. Vous voyez, on a dématérialisé la pétition en version papier. Aujourd'hui, on va en ligne. Aujourd'hui, vous avez des pétitions sur la loi du travail en France, qui a été une des grandes pétitions, et pétitions sur les problèmes d'homosexualité, d'avortement, etc. Aujourd'hui, en fait, ce sont ces mobilisations qui permettent de donner de la consistance et du poids au nouveau débat politique. Okay, mais en réalité, s'il faut prendre en termes d'avantages pour régler les injustices sociales, les injustices existeront toujours. D'ailleurs, tout le monde ne signe pas une pétition lorsqu'elle est en ligne, parce que certains estiment d'un point de vue qu'elle peut-être pas nécessaire ou pas urgente sur le débat. Pour soi-même. Exactement. Ou on peut se rendre compte que plus tard, la pétition pour laquelle on a signé devient une arme contre nous. Vous voyez, il y a aussi cette subtilité à pouvoir régler une injustice ou pas. Il y a aussi de plus en plus, tout ce qui causait du tort aux gens devient de plus en plus prudent. Parce que lorsque vous causez du tort à quelqu'un et qu'il y a une autre personne avec un smartphone qui vous filme dans les 30-40 minutes, voilà, ça fait le tour du monde. Vous êtes vu en train de molester, en train d'injurier, en train de poser un acte parfois qui n'est pas un acte responsable. Et voilà, donc à partir de là, vous êtes vu par des milliers de personnes. Et Gaël faisait allusion tout à l'heure à la jeune demoiselle qui a été arrêtée parce qu'elle aurait ramassé la pièce d'identité d'une autorité. Et voilà, vous voyez que dans les minutes qui ont suivi, c'est un déferlement, c'est une forte mobilisation, des milliers de vues, et plusieurs personnes ont interagi, ont parlé, ont demandé à ce que ces injustices cessent, et immédiatement le problème de la jeune demoiselle a été traité dans les 48 heures, 72 heures, et puis c'était terminé, quoi. Voilà, ce sont des avantages aujourd'hui qu'offrent les réseaux sociaux. Cette force de mobilisation à l'ère du numérique. Mais nous constatons que beaucoup de personnes utilisent ces réseaux ou ces plateformes pour injurier. Hein? Oui, non, mais moi je pense que ça c'est assez futile. Hein, c'est de bas étage que de pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Il y a un intérêt primordial et assez efficient de pouvoir utiliser ce réseau social dans le but de se promouvoir personnellement, peut-être. Ou bien, on a vu des gens qui n'étaient pas très connus, mais qui sont suivis peut-être par rapport à ce qu'ils ont posé comme acte, qui soit positif, qui aujourd'hui sont suivis par des millions et des millions de followers. Mais créer une page Facebook pour injurier,
je vois pas l'intérêt, même s'il y en a qui s'adonnent à cette pratique que je condamne personnellement. Voilà. Gaël soulignait d'entrée d'émission que les réseaux sociaux avaient donné le pouvoir à ceux qui n'avaient pas les voix de s'exprimer. En fait, on est dans cette dualité, vous voyez. Vous ne pouvez pas contrôler le niveau d'insolence de quelqu'un sur un réseau social. Par contre, si une loi prévoit que lorsque quelqu'un porte grief ou vous insulte sur un réseau social, vous puissiez prendre cette personne à porter plainte, là c'est autre chose. Parce qu'en réalité, moi je parle du Gabon, on n'a pas un cadre légal qui permet de régir la présence en ligne, comment on se comporte, qu'est-ce qu'on publie, comment on traite les différents, etc. Voilà. Donc on est dans une liberté totale où c'est l'utilisateur qui se dit mais c'est moi Ahmed, je vais dire ce que je pense. Que ça heurte la sensibilité de Boursier ou pas, je veux le dire et je t'aime. Donc le débat sur les propos injurieux, mais c'est même au niveau de l'État. On va prendre un exemple très simple. Le roi des fake news, c'est Donald Trump. Aujourd'hui, on parle de la notion de fake news. Ce n'est pas un fait journalistique, c'est à cause de Donald Trump. C'est lui qui est derrière son compte Twitter. C'est lui qui publie, c'est lui qui répond publiquement à d'autres dirigeants et qui, dans les jours, dit ce qu'il pense. Vous voyez, on a une personnalité publique, politique, qui s'exprime d'elle-même sur un réseau social et qui dit ce qu'elle pense. Il y a un problème, vous voyez. Après, d'ailleurs, c'est quand vous voulez crédibiliser qui vous êtes, ben, vous utilisez les bons mots. Mais moi, je pense que lorsque vous allez en France, par exemple, moi je prends le cas de la France. Ouais. Lorsque vous allez en France, il y a quand même des restrictions, c'est-à-dire il y a des textes juridiques. Ah, parce que le cadre légal, il y a un cadre légal, c'est-à-dire la responsabilité de celui qui publie est engagé. Voilà, lorsque vous publiez, vous dites des choses parfois qui ne sont pas vraies, vous êtes convoqué par la justice pour vous justifier, vous apportez vos justificatifs, tout ce que vous avez dit, si vous avez des documents probants, vous le dites. Maintenant, si vous n'avez pas, vous tombez sous le coup de la calomnie. Vous voyez, donc quelque part, là, il y a des textes juridiques qui prévoient des sanctions par rapport à cela. Maintenant que ça soit fait peut-être à partir derrière d'un faux profil, bon, on comprend que c'est un faux profil, mais ceux qui s'affichent... Mais même les faux profils, si vous avez un outil, de traquer. Voilà. Mais maintenant, ceux qui s'affichent ouvertement et qui insultent, qui calomnient comme nous l'avons vu, voilà, ceux-là qui font des vidéos, mais on peut les arrêter à tout moment, on peut dire, bon d'accord. Et puis aussi, vous êtes un utilisateur des réseaux sociaux, vous pouvez dorénavant crédibiliser aussi les diffuseurs en disant, bon, celui-là, pendant une telle période, il n'a dit que des conneries, des choses qui ne sont pas vraies. Donc, à partir de là, moi, je ne le suis plus. Vous pouvez le bloquer. Nous avons eu le cas, par exemple, avec la maladie du président de la République, plusieurs personnes qui nous ont donné autant d'informations, des versions, hein, vous voyez, et qui, lorsqu'ils parlaient... Et qui continuent jusqu'à alors. Vous pouvez les crédibiliser en disant, mais mon Dieu, mais ils sont en train de dire la vérité, mais à la fin, vous vous rendez compte que c'est du n'importe quoi, c'est du mensonge et tout le reste. Bon, à partir de cela, si vous êtes amis, vous retirez. Et si vous êtes ami avec un de ses amis, qui, à partir de lui, ces informations vous parviennent, mais écoutez, vous le retirez parmi vos amis pour ne plus écouter parce qu'il raconte n'importe quoi. Donc, voilà, c'est à partir de là qu'il y a la dangerosité dans les réseaux sociaux parce que ça entraîne la psychose, la peur. Vous voyez, lorsqu'il y a un problème, il n'y a vraiment pas matière à dramatiser, mais la manière dont ils prennent les informations et les mettent sur la place publique. Voyez-vous, dans le réseau social, les gens sont atteints de psychose, les gens sont malades, d'autres vous envoient même des copies pour confirmer ou infirmer en te disant, mon cher, est-ce que tu as écouté ce communiqué, est-ce que tu as écouté cette information? C'est ça la dangerosité, le mal qu'il y a donc dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais pour conclure sur ça, c'est qu'il dit c'est pertinent parce qu'en réalité, les gens ne le constatent pas, mais Facebook a développé une technologie qui permet aujourd'hui de certifier les comptes, c'est-à-dire sur les publications, on voit un peu le niveau d'engagement, ce que vous publiez. Aujourd'hui, vous avez une sorte de petit patch bleu sur les profils, en fait. Lorsque vous avez accès à ce profil qui est un patch, ça veut dire que la personne qui publie, c'est la personne même qui existe sur le profil. Et ce qu'elle publie l'engage. Et aujourd'hui, Facebook, évidemment, permet de certifier les comptes. Voilà. Oui, ils ne connaissent pas, peut-être parce qu'à l'usage, pour eux, c'est un espace délibératif où chacun vient dire ce qu'il pense, mais en réalité... ça travaille fort derrière. Mais est-ce que c'est certifier les comptes, Monsieur Tchibindas? Et je vais vous étonner peut-être, mais pour arriver à la certification d'un compte, c'est une demande que vous adressez à Facebook. Et Facebook vous demande automatiquement une pièce d'identité pour confronter à l'image numérique qui vous êtes en réalité et si ça correspond à votre pièce d'identité. Et quand ils jugent nécessaire que vous avez un profil cohérent, ce que vous publiez c'est bien vous, ils vous mettent un petit patch bleu. Aujourd'hui ça existe. C'est une avancée ça. Oui, mais ça existe depuis un temps. Vous penserez avec moi que vous conviendrez avec moi que pour certaines personnes ils ne peuvent pas le faire.
ils se l'interdisent parce que ils ont pris une position où ils sont là toujours pour donner Pour calomnier des fake news. Mais moi je me dis, Ahmed, c'est normal dans le contexte africain, et on va revenir au Gabon, c'est normal que les gens fassent cela parce qu'il n'y a pas de contrôle. Parce que d'ailleurs, il est impossible aujourd'hui de traquer un faux profil. En France, vous créez un faux profil, on interroge juste une adresse IP, on vous retrouve. Voilà. Cette adresse IP appartient à Ahmed, c'est vous qui êtes derrière. Ouais, et le problème est réglé. Alors, mais aujourd'hui, nous, on a du mal déjà parfois à évaluer le nombre de personnes qui regardent une émission de télé. Parce qu'on n'a pas d'outil d'évaluation du taux d'audience, mais on a encore moins de mal à évaluer quelqu'un qui est derrière un faux profil. Sachant bien qu'aujourd'hui, vous êtes connecté dans un cybercafé, dans l'heure que vous êtes sur votre téléphone, dans la minute que vous êtes chez votre oncle avec une autre adresse IP. Voilà, il y a tout un cadre du point de vue des infrastructures à poser. Il existe, on a CAB 4, on a la CAG, etc. Maintenant, derrière, il y a l'autorité qui doit réguler et contrôler. Ouais. Hein, on a une autorité des postes et des communications. Voilà. Les cadres existent. Maintenant, il faut aussi un projet de loi qui encadre finalement ce que nous disons en ligne. Quand on a ces trois éléments, d'ailleurs, on peut se dire, on va observer le profil d'Ahmed sur un mois, qu'est-ce qu'il va dire, et on peut vous interpeller, comme disait le grand frère tout à l'heure, monsieur Ahmed, le 2 janvier, vous avez publié ça sur votre compte Facebook, expliquez-nous. Vous êtes en face de la justice, les preuves sont probantes, vous allez vous expliquer. Et si c'est vrai, c'est tant mieux. Si c'est faux, vous allez systématiquement en prison. Et je vous dis pour mémoire, peut-être les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu un procès en 2016, je pense. Il y a eu un mec qui publiait des fausses informations sur un compte Facebook. Il a été arrêté. Ça fait jurisprudence en disant on peut aujourd'hui arrêter quelqu'un et mettre la personne de vous faites accomplir en condamnant ses actes. Il y a des personnes aujourd'hui c'est un problème de volonté. Qui sont en prison pour avoir publié le fond contenu. Il faut mettre fin à cela parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. En parlant de la régulation, le contrôle, c'est important. Même dans l'autorité de régulation. En parlant par exemple de législation, comme disait Boucher tout à l'heure, c'est aussi la qualité de nos députés qu'on envoie au Parlement. Il y a une nouvelle législature qui vient d'être mise en place. J'espère que tous ces députés qui sont allés là-bas vont soulever des questions de terror parce qu'aujourd'hui, ça met, vu la propagation des propos qu'on observe sur les réseaux sociaux, ça met notre État en danger. Parce qu'il y a des gens qui se permettent d'outrepasser le cadre qui leur est légué en fait. Donc de mon point de vue, à ce niveau, je pense que la législation, comme on le disait tout à l'heure, ça dit que ça revient, c'est l'État qui est chargé de mettre un cadre légal, asseoir un cadre légal pour permettre à ce qu'on n'arrive plus à des dérives observées depuis pratiquement que les gens ont connu Facebook, WhatsApp, YouTube. Vous avez des gens même sur WhatsApp qui sont permis de faire des notes vocales qui menacent des personnes publiques. Ça, Nous sommes dans un petit pays d'à peine 800 millions, 800 000 âmes. On peut facilement détecter. Aujourd'hui, je sais que c'est M. Membourou qui a fait un post. On sait que M. Membourou. Voilà, 1,5 million. Oui, on peut s'aventurer. Oui. On sait que M. Membourou habite à Battery 4 ou à Ngonja. C'est facile, nous ne sommes pas nombreux. Voilà, donc c'est. Il y a beaucoup à faire. Mais il faut aussi ajouter sur ce que vous venez de dire sur les nouveaux parlementaires. De dire aussi que les ONG peuvent être, les ONG de défense par exemple, voilà ce genre de trucs, de comportement, mais les ONG chez les autres sont interrogés, c'est-à-dire peuvent passer au Parlement, voyez, soit pour solliciter la mise en place d'une loi, ou alors montrer l'effet positif ou négatif d'une situation et tout le reste. Or, chez nous, parfois, les parlementaires sont des super parlementaires. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas écouter. Souhaitons qu'avec cette 13e législature... Vous voyez comme il y a assez de jeunes aussi. Il y a assez de jeunes. Non, mais pour revenir sur le cas de la nouvelle législature, elle a tout intérêt de poser ces questions au Parlement. Voilà, parce qu'ils ont tous utilisé les réseaux sociaux pour communiquer sur les campagnes politiques. Il n'y a pas de raison qu'on utilise parce qu'on a besoin d'atteindre les cibles, les personnes qui vont nous voter, et de ne pas soumettre le débat à l'Assemblée pour se dire, écoutez, il va falloir qu'à un moment donné qu'on se pose sur la question de l'utilisation des réseaux sociaux au Gabon. Bon, nous restons un peu dans le cadre du Gabon, vu tout ce qui se dit à travers les réseaux sociaux et tout, la question qui vient, c'est de savoir, est-ce que tout ce qui se passe là, nous pouvons rétablir la paix entre nous, parce que nous constatons qu'il y a un tissu social qui est vraiment déchiré. Les Gabonais, ce n'est plus ça comme avant. Nous sommes sortis de notre coquille traditionnelle où il y a une chanson qui dit avant nous étions en train de danser et on réglait nos problèmes à travers la danse, et maintenant aujourd'hui ce sont des machettes, des couteaux, des armes blanches, des injures.
Non, mais... On va peut-être laisser la primaire avant de s'exprimer. Non, moi, Parce que nous, on est peut-être assez jeunes. Voilà, moi je dis que aujourd'hui, de avec la mise en place du nouveau gouvernement, il y a lieu de libérer, c'est-à-dire permettre aux gens, à tout le monde, c'est-à-dire aux associations, à tous ceux qui veulent prendre la parole, il y a lieu de les aider à aller vers les médias que nous connaissons, la radio, la télévision, et mettre chaque individu, personne physique ou morale, face à ses responsabilités. La loi, elle est là, la justice, elle est là, elle doit jouer pleinement son rôle en la matière. Ça veut dire que lorsque j'arrive à la télévision, vous me donnez la possibilité de m'exprimer, de présenter mon organisation, bien de me présenter moi-même. Si j'ai dit des choses qui ne sont pas avérées, hein, et que au terme donc de cette émission, quelqu'un s'est senti quelque peu heurté dans son amour ou alors dans sa vie privée, mais cette personne est libre de porter plainte parce qu'en fait les propos que j'ai tenus ici à la télévision n'engagent pas le présentateur. Ce sont ni la chaîne de télévision, ce sont des propos qui engagent celui qui les a prononcés. Donc moi je pense que aujourd'hui il faut donner la possibilité aux gens de s'exprimer, de parler, parce que lorsque ces personnes parlent, elles éviteront de plus en plus, parce que lorsqu'elles savent qu'elles peuvent arriver dans un média, radio, télévision et tout le reste, et dire ce qu'elles ont envie de dire, voyez-vous, que ce soit la vérité ou que ce soit le mensonge, sans pourtant être opprimé. Sans pour autant être opprimé. Ça n'engage que ces personnes-là face à la justice, face à l'opinion, face à des personnes qu'elles pouvaient indexer. Monsieur Membourou, si je vous suis bien, donc vous voulez dire que tous ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux sont des personnes frustrées? Oui, quelque peu. C'est-à-dire, pas tous, mais quelque peu. C'est-à-dire, c'est des personnes qui disent que, bon, Gaël l'a dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, il a dit que Facebook donnait la parole à ceux qui se sentaient quelque part opprimés, étouffés et tout le reste. Mais lorsque vous avez des médias, ouvrez les médias, la justice, elle est là. Si quelqu'un vient dire ce qui n'est pas vrai et touche, par exemple, heurte la sensibilité d'une autre personne qui suit la télévision en ce moment et qui se sent humiliée dans sa vie, dans sa famille et tout le reste, mais cette personne saisit soit la haute autorité de la communication, soit la justice. Nous voyons cela matin, midi et soir à la télévision. Les Marine Le Pen sont convoqués tout le temps en France. Tout le monde est convoqué pour des propos. Mélenchon et tout le reste. C'est-à-dire on laisse les gens. Maintenant, ça permettra aussi de limiter certainement, bon, pas totalement, mais certainement, ce qui se passe actuellement dans Facebook. Parce que lorsque vous regardez quelqu'un qui dit n'importe quoi sur Facebook, je ne dois pas venir seulement à la télévision pour encenser mon camp ou bien encenser celui que j'aime. Je dois venir aussi soit m'opposer à ce qui a été dit dans Facebook, soit aussi affirmer ou infirmer. Vous voyez, et ça éviterait les coups de machette que vous dites, les injures et tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Par rapport à ce que vous disiez, est-ce que ça peut... J'interpelle maintenant votre jeunesse. Oui, est-ce que ça peut... Est-ce que Facebook peut rétablir, quoi, parce que les réseaux sociaux peuvent rétablir la paix? Moi, il faut plutôt le prendre comme étant un moyen, parce que en principe, celui qui doit rétablir bien l'institution, c'est l'État. C'est pas, prenons Facebook comme un moyen pour pouvoir rétablir la paix. Monsieur Membourou fait, président d'une institution. On a loué ici la dernière fois l'acte qu'il avait posé en tant que président de son ONG, parce que en parlant de paix, c'est d'une certaine paix qui serait peut-être en instabilité qu'on observe sur les réseaux sociaux. C'est pratiquement depuis 4 ou 5 ans qu'on observe cela. Mais ça, c'est aux autorités comme monsieur Membourou qui le disait tout à l'heure, qui doivent, c'est un dialogue inclusif qu'on doit mettre en place. Mais nous l'avons eu. Là encore, il y a des mécontentements parce que tout le monde ne se reconnaît pas dans ça, en fait. Prenons Facebook peut-être ou les réseaux sociaux comme un moyen qui peut, mais pas le moyen définitif qui peut rétablir une forme de... Moi, je veux réagir. J'interprète votre jeunesse. Oui. Mais ce n'est peut-être pas un point de vue jeunesse, mais c'est voilà. Moi, votre expérience, alors. Voilà, en disant que un réseau social qui menacerait la paix d'un pays, pour moi, c'est... En l'espèce, voilà. Avec tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le terrain de la communication. On est dans la guerre. Dans la guerre à l'usage des médias sociaux. Vous avez aujourd'hui, sur Facebook et WhatsApp, des factions. Et c'est là, vous avez un camp de l'opposition qui, systématiquement, attaque le camp de la majorité. Il faut le dire avec les mots qu'il faut. Okay? Aujourd'hui, il y a une production de contenu massif. Mais souvent, je dis, mais... On a autant de compétences, mais on n'a pas de super émissions de télévision. Il y a un problème. Pourquoi va-t-on rebondir sur un discours ou sur une photo en faisant des montages mais vraiment, moi, à un moment donné, vous actions savoir, mais finalement, on accuse qu'on n'a pas de bon contenu sur nos médias, alors qu'en réalité, la guerre sur le terrain nous prouve le contraire.
Vous voyez, aujourd'hui, en réalité, il y a cette forte présence en ligne des camps qui s'opposent et qui discutent sur toutes les plateformes qu'on connaît tous. Souvent, je prends l'exemple de Info Kingele, c'est la plateforme la plus importante du Gabon, c'est près de 400 000 membres. Mais demandez aux 400 000 membres de se retrouver un jour pour discuter de ce qu'on Ils sont pas tous au Gabon. voilà, de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Mais au moins, si on a le un quart ou la moitié, nous remonte 200 000 personnes qui peuvent discuter, vous voyez. Mais ça doit même susciter l'intérêt. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un montage, on dit non, tel n'est pas mort, tel est ceci, tel est machin. Mais est-ce que ça doit susciter, même au niveau des médias locaux, les médias conventionnels que nous connaissons, la télévision, la radio, ça doit susciter un intérêt. C'est-à-dire, on doit inviter les spécialistes en infographie, les spécialistes en Photoshop, en vidéo et tout le reste, à la télévision, sur les télévisions. Et décrypter. On décrypte l'actualité, on montre. Mais moi, je voudrais bien m'interroger, est-ce que ça ne révèle pas là l'attitude, en parlant rien que de Gabonais, l'attitude du Gabonais qui se complaît à être derrière son téléphone, à vouloir critiquer, mais à ne jamais passer à l'acte pour aboutir à ce que vous êtes en train de décrire là. Non, c'est pas le type de réseaux sociaux qui doit le faire. C'est-à-dire que ce sont les responsables. Nous tous, nous voyons les réseaux sociaux. Nous les regardons, nous les vivons et nous travaillons avec. Nous les consultons matin, midi et soir. Lorsque une telle situation, comme celle que nous avons vue, celle du président de la République, où on voit le chef de l'État, on le voit, il fait une communication, quelqu'un se lève comme ça, dit non, c'est pas possible, c'est un montage. Ça doit susciter au niveau de nos médias locaux un intérêt. C'est-à-dire, on doit s'il vous plaît, je vois l'intérêt du sujet. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. Malheureusement, je vais faire un dernier tour de table pour prendre votre mot de la fin, monsieur Mihindo. Mais moi, j'étais ravi. C'est un très bon sujet qu'on a pu décortiquer cette matinée. J'espère pouvoir revenir pour davantage évoquer des questions d'une telle nature. Monsieur Tchibinda. Merci Ahmed pour l'émission. Moi, je vais inviter l'ensemble des Gabonais. Moi, je suis très nationaliste, désolé, à faire un usage positif des réseaux sociaux. Aujourd'hui, derrière un smartphone, il y a des personnes qui touchent un salaire. Il y a des personnes qui produisent du contenu. Évitons d'être dans la passion, évitons d'entrer dans le militantisme numérique. Utilisons positivement les réseaux sociaux. Donc, avantages et désavantages des réseaux sociaux, ça a été donc le thème de notre émission d'aujourd'hui. Moi, je dis que il y a des avantages. Vraiment, il y a des avantages au niveau donc des réseaux sociaux, mais les désavantages, il va falloir aussi essayer de les décrypter dans les chaînes de télévision et de radio, des médias locaux, pour essayer de temps en temps, avec nos spécialistes, nos experts, pour essayer de démentir, infirmer certaines choses qui sont donc versées sur la place publique à partir donc des réseaux sociaux. Sinon, j'ai été très heureux d'échanger avec Monsieur Boursier Tchibinda. Monsieur Boursier Tchibinda qui arrive pour la première fois donc sur notre plateau. J'espère que je reviendrai. D'avoir retrouvé Gaël qui nous avait pratiquement dit. Mais voilà. Merci à vous, Monsieur Tchibinda. Le plaisir est pour nous de vous recevoir ici. C'est votre maison, c'est votre chaîne de télévision. Merci à vous de nous faire l'amitié d'être ici, d'échanger. Alors, le rôle de dire ou des médisances ou de venir éclairer l'opinion revient aux médias à travers des émissions, débats qui peuvent vraiment nous propulser vers vers la vérité, non pas absolue, parce que la vérité absolue provient du plus haut. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت